Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Emmanuel Macron ne veut pas de vassalisation de l'Europe face aux États-Unis. Une nouvelle déclaration d'intention qui ne devrait pas être suivie des faits. En Hongrie, le Premier ministre a annoncé une série de mesures chocs comme la fin de la Gay Pride à Budapest et la constitutionnalisation de l'argent liquide. Nous reviendrons également sur les accords de 1968 qui sont au cœur de la relation très tendue entre la France et l'Algérie. Et enfin, un reportage au Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron, le vassal qui se voulait suzerain. Le président français, fidèle à ses incantations, en a appelé à se dresser contre la vassalisation vis-à-vis des États-Unis, un peu tard. Et donc je pense que la réponse, elle n'est pas dans une soumission. Moi, je ne suis pas pour la vassalisation heureuse. Il y a un choix, je vois plein de gens dans notre Europe dire on va devoir être gentil avec les Américains, ça va passer, il faut courber les chines, il faut être poli, mais il faut défendre ce que nous sommes. Contre la vassalisation face à l'administration Trump, mais pour quand il s'agissait d'un président démocrate sénile. Emmanuel Macron manie encore et toujours le « en même temps ». À Lisbonne, vendredi, il a tenu un discours empreint de bon sens, mais complètement à rebours de son action menée depuis 7 ans. Mais on va devoir vivre avec de l'incertitude. C'est ça la réalité. Parce que les choix que les Américains sont en train de faire, en tout cas cette administration, elle va produire de l'incertitude. Géopolitique, mais aussi économique. On a tous entendu ce qui allait se passer sur les tarifs. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire face à l'incertitude ? Agir. Et notre avenir n'est pas dans la vassalisation heureuse. Il est dans la défense respectueuse de nos principes, de notre histoire, mais dans une volonté ambitieuse d'aller plus loin. Pas de soumission aux États-Unis, notamment en matière commerciale. Et pourtant, ceux d'entre vous qui auront eu le bon goût de regarder notre journal de jeudi auront pu constater avec Renaud de Bourleuf que la France se laisse allègrement dépouiller par les États-Unis en matière d'industrie. Si Doliprane en est un exemple récent, une multitude d'autres peuvent être évoquées, notamment dans le secteur de la défense. Ce réveil tardif d'Emmanuel Macron en terre lusitanienne fait suite au voyage présidentiel à Washington, lors duquel le chef de l'État a pu constater que Paris et Bruxelles n'avaient plus du tout la main dans le dossier ukrainien. Ce sursaut d'orgueil présidentiel, drapé dans une rhétorique grandiloquente, arrive bien tard, après des années de complaisance et d'aveuglement des élites européennes. Par ailleurs, l'Europe puissance qu'Emmanuel Macron appelle de ses vœux apparaît toujours improbable tant les intérêts des nombreux États membres sont contradictoires. À cela s'ajoutent les alliances également contradictoires avec des États membres de l'OTAN, alors même qu'un État européen, Chypre, est toujours occupé par un État de l'alliance dite de l'Atlantique Nord, la Turquie. Le retour de Trump à la Maison-Blanche avec ses menaces de droits de douane et son désintérêt apparent pour l'Ukraine semble avoir l'effet d'un électrochoc, mais les chefs d'État européens accoutumés à l'attentisme pourraient s'en tenir à de beaux discours. Ainsi, lundi, le président français se précipitait à Washington pour plaider la cause ukrainienne auprès de Trump avant de saluer l'accord sur les minerais entre Kiev et Washington. Difficile de ne pas y voir une pirouette. D'un côté, il prône l'émancipation européenne, de l'autre, il se satisfait d'un jeu où l'Europe reste spectatrice, reléguée au rang de faire-valoir. La multiplication de sommets et de déclarations d'intention n'y font rien. Les chefs d'État européens, habitués à courber les chines devant les États-Unis, devraient se contenter une nouvelle fois de faire le dos rond face à Washington. Et cela même si des vétérans de la politique, comme l'ancien président Hollande, incitent à la rigidité face à Donald Trump. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. C'est sa seule conduite. Vous le voyez même pour l'Ukraine. Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'économie américaine est déjà affectée par ses premières décisions. François Hollande, qui donnait déjà des leçons de marche à suivre face à Vladimir Poutine, remet le couvert et vend désormais le narratif selon lequel les taxes américaines desserviront l'économie de l'oncle Sam. En matière d'économie, celui qui est actuellement député n'a pourtant pas franchement de bilan à faire valoir. Comme Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, le président Hollande s'était bercé d'illusions dans une construction européenne bancale, se reposant sur l'allié américain. Aujourd'hui, Washington prend un peu de distance et c'est la panique. L'Europe de la défense n'existe pas et les États ont bradé leur souveraineté et leurs industries. Les semaines à venir devraient être l'occasion de multiples annonces des chefs d'État européens sur l'indépendance et la reprise en main de leur défense. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déjà prôné un réarmement dans son pays. Véritable dynamique ou discours pour sauver les apparences en espérant une alternance aux États-Unis dans 4 ans, l'avenir nous le dira.
Et alors que des chefs d'État européens paniquent de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, d'autres semblent galvanisés à l'image du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Nicolas de Lamberterie. Alors qu'il était essoufflé et esseulé au sein du monde occidental en 2024, voilà que Viktor Orban, totalement revigoré par la victoire de Donald Trump, annonce que 2025 sera l'année de la percée pour la Hongrie et son gouvernement. 2024 a en effet été une année pleine de défis pour le gouvernement hongrois, qui occupe le rôle de mouton noir du cheptel européen depuis une quinzaine d'années. Tout d'abord, pour la première fois, une partie des fonds européens de cohésion ou de relance auxquels la Hongrie a droit, gelés depuis des années pour la Hongrie, ont été définitivement perdus. Même si la Hongrie dispose de moyens autres de se financer, elle a par exemple contracté un très gros emprunt auprès d'une banque chinoise l'an dernier. Ces punitions de Bruxelles, qui, faut-il le rappeler, interviennent en dehors du cadre des traités, finissent malgré tout par peser sur les finances publiques. Autre difficulté de 2024, politique cette fois, l'émergence de Péter Magyar, pourtant issu des rangs du Fidesz, qui s'est lancé en politique début 2024 et a émergé telle une comète, rassemblant plus de 30% des suffrages aux européennes de juin et dépouillant les partis traditionnels d'opposition de gauche de leur voix. Bien qu'il ait rejoint les rangs du PPE au Parlement européen, le groupe censément de centre-droit, Péter Magyar attire très essentiellement des électeurs de gauche qui votent pour lui dans le seul but d'espérer faire chuter Viktor Orban. Certains sondages donnent même Péter Magyar devant le Fidesz d'Orban pour les prochaines législatives du printemps 2026, même si d'autres sondages indiquent qu'Orban aurait toujours une avance raisonnable sur son principal concurrent. En politique intérieure, il ne fait aucun doute que le retour de Trump donne un bol d'air à Orban. En effet, du temps de l'administration démocrate, l'ambassade des États-Unis à Budapest était un véritable pôle de soutien aux opposants politiques d'Orban. Rappelons d'ailleurs qu'en 2022, le candidat de l'opposition a reçu un don de 5 millions de dollars venant des États-Unis, ce qui a couvert la moitié de ses frais de campagne. Orban et ses ministres ont annoncé qu'ils enverraient prochainement des émissaires à Washington pour obtenir l'ensemble des informations, documents et preuves relatifs au financement d'ONG et autres en Hongrie par l'USAID ou les réseaux Soros. Nul doute qu'Orban fera tout ce qu'il peut pour tâcher de couper la manne financière étrangère dont bénéficient ses concurrents politiques, même habillés sous un visage civil. Autre difficulté chronique de la Hongrie, l'inflation, qui est parmi les plus élevées d'Europe, ce qui mine le pouvoir d'achat des Hongrois et annihile l'effet des hausses de salaire en forint, la monnaie nationale hongroise. Bien évidemment, à une année des prochaines élections législatives, Orban a besoin de trouver la quadrature du cercle pour redresser la situation économique difficile de ses compatriotes. Pour ce faire, il a entre autres annoncé qu'en dépit des injonctions de Bruxelles, les tarifs protégés de l'énergie pour les particuliers seront maintenus. En effet, les tarifs de l'énergie, électricité et gaz, sont très bas pour les particuliers hongrois, même si en revanche ils sont aussi élevés qu'ailleurs pour les professionnels. En raison de l'explosion des tarifs de l'énergie depuis 2022, des limitations ont toutefois été introduites et c'est désormais seulement un certain quota d'énergie à tarifs protégés qui sont garantis aux Hongrois. Au-delà de ces quotas, ce sont les soi-disant prix du marché qui s'appliquent, ces derniers étant 8 fois plus élevés. Mais pour Bruxelles, ces dispositions sont inacceptables et la Commission entend faire plier Budapest sur de telles mesures. Autre offensive de Viktor Orban, celle contre le wokisme et le lobby LGBT. Depuis 2011, la constitution hongroise mentionne d'ores et déjà que le mariage est le fait d'un homme et d'une femme, ce qui rend impossible le mariage pour deux personnes du même sexe, qui disposent toutefois depuis plusieurs décennies en Hongrie de la possibilité de contracter une union civile. Cette fois-ci, Orban entend faire inscrire dans la Constitution qu'un être humain est soit un homme, soit une femme, ce qui poserait un verrou à la reconnaissance par d'autres pays occidentaux de personnes qui auraient un troisième ou un quatrième genre reconnu par les autorités des 10 pays. Par ailleurs, pour la première fois, Orban a annoncé que cette année, la Gay Pride sera interdite sur les lieux publics et que tout au plus seuls des lieux privés pourront à l'avenir accueillir un tel événement. Nul doute que cette décision, motivée par le retour de Trump, va susciter des levées de boucliers considérables dans le monde occidental. Elle va toutefois plaire à l'aile droitière et conservatrice de l'électorat, tout comme l'annonce de l'inscription dans la Constitution de la défense de l'argent liquide, ce qui sera sans doute apprécié par ceux qui sont agacés par des évolutions comme la citoyenneté digitale, actuellement mise en place en Europe, Hongrie incluse. Enfin, Orban a rappelé son opposition au projet d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, même si jusqu'à présent,
il a été contraint de céder lors des votes européens, menacé entre autres d'attaques boursières contre la monnaie nationale hongroise. Comme toujours, Orbán sera limité par la taille et les moyens modestes de son pays dans sa capacité à mener à bien tout ou partie du programme qu'il a énoncé pour 2025. Mais il reste un aiguillon très observé par ses sympathisants, mais aussi ses adversaires de par le monde. Et nul doute que le ton restera rugueux entre Bruxelles et Budapest en 2025. Les relations de plus en plus tendues entre Alger et Paris ont vu ressurgir dans le débat public les accords de 1968. Renaud de Bourleuf nous explique les contours de ceux-ci. La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Depuis 1968, le flux migratoire de l'Algérie vers la France est littéralement au-dessus des lois. Les ressortissants algériens peuvent s'installer en France en vertu d'un traité international que la loi votée par le Parlement ne peut pas réviser. Cette compétence revient au président de la République. Initialement, cet accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens de leur famille, signé le 27 décembre 1968, visait à remplacer la libre circulation. Rappelons qu'en 1962, les accords d'Évian prévoyaient la libre circulation entre Français et Algériens. Or, à partir du retour massif des pieds noirs, la même année, ces accords n'étaient de facto valables que pour les Algériens. C'est en ce sens que les accords de 1968 ont été négociés, réglementer cette circulation. Mais la négociation s'est clairement faite en faveur d'Alger. Le texte fixe à 35 000 le nombre de travailleurs algériens autorisés à entrer en France chaque année. Ces derniers peuvent bénéficier notamment d'un certificat de résidence d'Algérien de 5 ans s'ils justifient d'un emploi. Après 3 ans de résidence, une carte de 10 ans peut être délivrée. Les autres ressortissants, eux, doivent désormais être munis d'un passeport pour séjourner en France. Ce statut spécifique, très avantageux, a été accordé à 615 000 Algériens en 2023. Le regroupement familial peut être demandé au bout de 12 mois de présence en France, alors qu'il est de 18 mois pour les autres nationalités. Un Algérien peut aussi s'inscrire au registre du commerce ou à un ordre professionnel afin d'obtenir un certificat de résidence sans avoir à justifier de la viabilité de son affaire. Autant de traitements de faveur destinés aux Algériens dont les conséquences sont lourdes. Une loi sur l'immigration ne peut pas s'appliquer à eux puisque leurs conditions d'installation sont régies par un traité qui a une valeur supérieure à la loi. Et curieusement, François Bayrou semble mal connaître ces dossiers. Ces accords ne sont pas respectés sur un des points fondamentaux qui est la réadmission des citoyens algériens qui bénéficient ou qui ont des papiers d'identité vérifiés sur leur sol. Ce point ne relève pas de l'accord de 1968, mais des échanges de lettres de 1994. Toujours est-il que la France aura besoin d'un véritable interlocuteur face à Alger. Nous avons adopté un texte sur... que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Le ministre des Affaires étrangères algérien est passé jeudi à l'offensive en déclarant, je cite, « rejeter catégoriquement les ultimatums et les menaces françaises ». L'Algérie accuse ouvertement la France de recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens, les privant de l'usage des voies de droit que leur garantit la législation française elle-même. Une affirmation surprenante alors que 7% des individus sous OQTF se retrouvent dans la nature en l'absence d'expulsion. Sans surprise, l'accord de 1968 a été évoqué. Alger considère que le texte a été vidé de sa substance. Une expression qui fait référence aux amendements que l'accord a connus, suppression des quotas et raccourcissement des durées pour obtenir un certificat de résidence. Quelques points retoqués, mais l'essentiel demeure, les Algériens ont toujours un traitement plus favorable, 3 ans de séjour pour avoir le titre contre 5 ans pour les étrangers d'autres nationalités. Dimanche, la 61e édition du Salon international de l'agriculture s'achève à Paris, un événement festif où s'est rendu Louis de Torcy. Environ 600 000 personnes étaient attendues cette semaine au parc des expositions de la Porte de Versailles. L'édition 2025 du Salon de l'agriculture, c'est 9 pavillons répartis sur 16 hectares. Plus de 4000 animaux sont présents, des chiens, des chats, mais aussi des vaches, des cochons et des moutons. 1000 exposants venus de tout le pays font le déplacement pour aller à la rencontre des Français. Leurs objectifs ? Partager des métiers de passion, mais aussi sensibiliser à leurs difficultés. Le Salon international de l'agriculture, c'est également l'occasion pour les paysans français de se retrouver entre eux et d'échanger sur leurs expériences. Ça nous permet de passer une semaine entre éleveurs, de pouvoir partager, de pouvoir discuter. Et bien sûr, on est aussi là pour concourir et se comparer avec les autres éleveurs qui sont aussi exposants ici.
Mais pour moi, c'est les meilleurs animaux de la race, des animaux sélectionnés pour les races et qui représentent aussi qu'est-ce que l'élevage en France, partout ici. Et ça montre comme des élevages, comme ici, des images qui ont été primées sur les salons, du type le sommet de l'élevage, sur des concours cantonaux, des concours départementaux. Et le Graal, c'est pareil, quoi, tout le monde. Comme chaque année, la quasi-intégralité de la classe politique française a fait le déplacement. Du président de la République aux parlementaires, en passant aussi par d'anciens élus. C'est la grande ferme de France, et peut-être la plus grande du monde avec. C'est une ferme qui existe depuis très longtemps, dont les Français sont très heureux et très fiers, et qu'ils veulent garder, contre vents et marées. Si le salon a pour vocation de célébrer l'agriculture française et d'être une immense fête populaire, il n'en demeure pas moins l'occasion d'aborder les problèmes du monde paysan. Or, aujourd'hui, de nombreux agriculteurs français s'inquiètent de la mise en application du traité avec le Mercosur. Pour fournir de la viande de qualité, on n'a pas besoin du Mercosur. Et fournir de la viande, pour moi, avec le Mercosur, c'est fournir de la viande de mauvaise qualité. Moi, je crois que c'est un mauvais traité parce qu'il met à mal notre agriculture française, encore une fois, qui n'a pas les moyens aujourd'hui d'être compétitive à l'international, qui a une surnormalisation sur le territoire français parce qu'il y a des normes à la fois nationales et des normes européennes qui s'enchaînent, là où les productions extérieures, et notamment en Amérique latine, ne disposent absolument pas des mêmes normes et donc ont des coûts de production qui sont beaucoup plus faibles. La France doit décider de ses solutions à elle, doit être autonome et doit pouvoir prendre ses propres décisions. On n'a pas à subir les échanges commerciaux entre les autres pays. On doit être autonome et pouvoir faire nos propres décisions. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a beaucoup de mensonges et il y a beaucoup de fausses pistes que les agriculteurs de France ne méritent pas. Parce qu'ils se lèvent tous les matins, ils travaillent d'arrache-pied. Ils ont toujours été de bons citoyens de notre pays. C'est eux qui nous nourrissent. Et la moindre des choses qu'on leur devrait, c'est un peu de vérité. Passons à présent à l'actualité en bref en France. L'État gendarme semble avoir ses priorités. Lundi soir à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, 2 manifestants ont été arrêtés lors d'un rassemblement en hommage à la victime de l'attentat perpétré 2 jours plus tôt par un Algérien sous OQTF. Stop au francocide! Expulsez les OQTF! Expulsez-les! Bande de lâches! Ils ont été placés en garde à vue. Tous les 2 membres de l'Action française, ils auraient subi un contrôle d'identité au début de la manifestation et étaient sommés de rester sur place, donc à proximité des policiers et loin des organisateurs. Le procureur de Mulhouse, après avoir reconnu qu'ils n'ont aucun antécédent judiciaire, a indiqué qu'une enquête était en cours, estimant que, selon ses mots, les faits sont graves. Ils sont sous contrôle judiciaire et devront comparaître le 19 juin prochain pour outrage envers le maire de Mulhouse et le préfet du Haut-Rhin et pour avoir provoqué à la haine ou à la violence. Une incrimination pour le moins surprenante alors que l'OQTF est une mesure administrative, qu'appeler les autorités à l'appliquer n'est pas en soi illégal et que le président de la République a reconnu lui-même que l'attentat meurtrier était terroriste. Des chercheurs du CNRS qui ont une curieuse conception de la recherche. Jeudi, 2 physiciens ont été condamnés à 8 mois de prison sous bracelet électronique pour tentative de dégradation par un moyen dangereux et fabrication d'engins explosifs. Lundi, ils avaient jeté 3 bouteilles d'azote dans l'enceinte du consulat russe à Marseille. 2 ont atterri sur le toit d'un parking, une autre dans le jardin d'un voisin. Une affaire qui laisse penser à une importation des conflits sur notre territoire. L'un des 2 individus de nationalité roumaine et le second en couple avec une ressortissante ukrainienne. Fin de partie pour l'édition 2025 du Festival du jeu. Jeudi à Cannes, l'As d'or, récompensant le meilleur jeu de société grand public, a été remis à Odin, édité par le Suisse Helvétique. Ce jeu, lié au monde viking, consiste à réaliser des combinaisons de cartes en fonction de leur numéro ou de leur couleur pour s'en débarrasser le plus vite possible. La France a été récompensée dans 2 catégories. D'abord, le meilleur jeu pour enfants avec Opération Noisette, édité par Ozu, un jeu d'habileté dans lequel les joueurs écureuils doivent cacher leurs noisettes sans faire de bruit pour ne pas éveiller l'attention de la belette qui l'emporte. Et ensuite, le meilleur jeu pour experts, destiné à un public qui cherche des règles plus complexes, Kutna Aura, la Cité de l'argent, édité par Yellow, est un jeu de construction de ville qui fait appel à des astuces économiques. L'actualité internationale en bref. Tel Aviv face à la réalité. Jeudi, l'armée israélienne a reconnu son échec complet face à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.
מחבק, האחריות שלי היא שלי, אני מפקד הצבא ב7 באוקטובר, ויש לי את האחריות שלי, ויש לי את כל סך האחריות שלכם, גם את זה אני רואה שלי. Pendant ce temps, les négociations se poursuivent ce vendredi au Caire, en Égypte, entre Israéliens, Qataris et Américains, concernant la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui doit commencer dimanche, mais dont l'entrée en vigueur reste incertaine. Les combats continuent sur d'autres fronts. L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir mené des frappes au sud du Liban, malgré le cessez-le-feu. Tsahal avance qu'il s'agissait d'un poste d'observation du Hezbollah. D'autre part, au nord d'Israël, une attaque à la voiture bélier a provoqué 13 blessés. Le PKK va-t-il déposer les armes? Le chef kurde Abdullah Öcalan, en détention depuis plus d'un quart de siècle, a appelé le 27 février à la dissolution du Parti des travailleurs du Kurdistan. C'est une déclaration lue par des députés kurdes qui lui ont rendu visite jeudi dans sa prison au large d'Istanbul, qui ont permis de relayer cet appel pour le moins étonnant. Le texte évoque l'influence du socialisme sur le PKK et constate l'effondrement de ce système politique qui a, je cite, conduit à l'absence de sens du PKK. Estimant que les canaux démocratiques ne sont plus fermés, Öcalan affirme qu'il faut reconstruire les relations historiques entre Kurdes et Turcs. Le spécialiste du nord-est de la Syrie, Cédric Labrousse, estime qu'un accord politique avec l'AKP, le parti d'Erdogan, pourrait être sous-jacent à cette déclaration. Ce revirement pourrait avoir des conséquences majeures en Syrie, où sont présents de nombreux groupes armés kurdes. 1,5 milliard de dollars d'actifs numériques volés. C'est le casse numérique du siècle qui a, semble-t-il, eu cours en ligne la semaine dernière. Le FBI attribue ce vol à une organisation nord-coréenne, Trader Traitor, dite aussi Lazarus Group. C'est sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bybit qu'a eu lieu cette piraterie qui porte sur environ 400 000 Ethereum, la deuxième crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation. Désormais, ces actifs devraient être blanchis et convertis en monnaie fiduciaire. Au-delà de ce casse, c'est le programme de guerre cyber de la Corée du Nord qui est remis sur le devant de la scène. Selon un rapport de l'armée américaine datant de 2020, l'unité nord-coréenne de cyberguerre, le Bureau 121, comptait 6000 membres opérant dans la mère patrie, mais aussi à partir de l'étranger, notamment en Chine, en Inde, en Malaisie ou encore en Russie et en Biélorussie. Le génie créatif européen à la manœuvre. La mythique marque Lego propose à partir du 15 mars un squelette de T-Rex de 3145 briques qui mesure 1 mètre de long. Les amateurs de dinosaures et de construction vont donc être servis, inspirés à la fois par les véritables fossiles exposés dans les musées d'histoire naturelle et par l'univers de Jurassic Park. Ce Tyrannosaurus Rex sera idéal pour décorer avantageusement votre salon. Il faudra néanmoins débourser la coquette somme de 250 € pour devenir l'heureux propriétaire de cette pièce qui peut vous occuper durant les longues soirées d'hiver. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Ce soir, Tête à Clash et demain dans le Samedi Politique, Élise Blaise reçoit le grand reporter Régis Le Sommier pour évoquer le changement géopolitique autour de la guerre en Ukraine. Dimanche, les idées à l'endroit et terre de mission. C'est la fin de cette édition. J'en profite pour saluer ma collègue et amie Marine qui a travaillé pendant près d'une décennie au montage de ce journal et qui nous quitte. À lundi, bonsoir.